Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Les paroles en politique, c'est quand même les actes qui comptent le plus en politique. Vous vous souvenez les réunions de Saint-Denis, là, le président de la République avait parlé de référendum, il avait même songé à un référendum sur l'immigration. Alors les paroles. Est-ce que le référendum sur l'immigration serait un autre moyen d'écouter les Français sur cette question? En tout cas, ça permettrait peut-être de sortir de cette crise de la loi immigration-intégration. On en a parlé pour la première fois de cette loi en juin 2022. Elle a été repoussée une première fois en août 2022. Elle a été ajournée en mars 2023. Elle a été relancée après l'attentat d'Arras en octobre 2023. Et la semaine dernière, erreur système pour la Macronie, adoption d'une motion de rejet préalable. Éric Ciotti ne garantit rien d'ailleurs. Il y a une commission mixte parlementaire cet après-midi, mixte paritaire, excusez-moi, cet après-midi à 17h. Pour en parler, nous sommes avec Guilain Benassa, éminent juriste, avocat, auteur de Le référendum impossible, comment faire taire le peuple aux éditions L'Artilleur. Bonjour Guilain Benassa. Ah, peut-être nous a-t-il pas encore rejoint. Il est là ? Ok. En tout cas, cette commission, moi, la première question que j'avais pour vous, c'est cette fameuse commission à 17h. Comment ça fonctionne ? Et est-ce que cette commission, finalement, qui doit se réunir à 17h, est-ce qu'elle ne va pas vider le débat parlementaire de sa substance ? Bon. On a un petit souci de téléphone. Aucun problème. En fait, cette affaire de référendum, non seulement ce serait un moyen de sortir de cette crise par le haut, mais ce qui est absolument fascinant dans cette affaire, c'est que normalement, les politiciens, vous savez, ils sont plutôt démagogues, c'est-à-dire qu'ils vont dans le sens de l'opinion publique. Eh bien là, ils ne veulent pas aller dans le sens de l'opinion publique, ils veulent imposer une loi. Alors je crois que Guilain Benassa, on l'a retrouvé en ligne et il va nous rejoindre. Donc première question, comment marche cette CMP qui doit se tenir à 17h ? En fait, la CMP a un fonctionnement un peu logique, vu la situation, c'est qu'on essaie de débloquer la chose en recueillant l'avis, en composant une commission qui est composée justement de membres à la fois, en l'occurrence de la Macronie et des députés LR notamment. Donc c'est une commission mixte de divers partis, en l'occurrence donc principalement Renaissance et les députés et les Républicains, pour trouver un accord sur un texte qui soit un compromis, et d'ailleurs c'est toute la difficulté de la commission, c'est de trouver un compromis là-dedans pour essayer de sortir par le haut. Donc la volonté du gouvernement, c'est de tenter de ne pas abandonner en cours de route, et pour ne pas abandonner en cours de route, il faut impérativement trouver un compromis qui devrait se dessiner dans les prochaines heures, d'où les conciliabules qu'on a depuis plusieurs jours, qui devraient théoriquement, si tout va bien, donner un accord qui devrait se dessiner dans la soirée pour une discussion ensuite à l'Assemblée demain. Donc c'est la grande difficulté à laquelle la Macronie est confrontée. Mais enfin, j'ai envie de vous dire, Monsieur Bigot, grande difficulté qui en réalité est le propre de la Macronie, c'est de nouveau un en même temps, puisqu'il faut trouver quelque chose qui satisfasse en même temps la Macronie, en même temps les Républicains. C'est le péché originel, c'est le péché originel de la Macronie. On nous vend par ailleurs que cette loi, vous savez, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, c'est une loi immigration et intégration, va réduire, surtout c'est ce qu'on attend de cette loi, le nombre de voies de recours pour le droit d'asile. Est-ce que pour vous, ça va au moins régler cette question, si d'aventure cette loi passe, ça va au moins régler le problème du détournement du droit d'asile en France ? Alors, le problème, vous savez, sur le droit d'asile, mais on pourrait élargir la question au droit des étrangers en général, ce qu'on appelle le droit des étrangers. C'est un contentieux qui fait l'objet d'une foultitude de procédures. C'est plus de 10 procédures différentes en général qui donnent lieu à multiples recours, à des recours sur recours. C'est quelque chose, sincèrement, c'est ubuesque. C'est le labyrinthe du droit des étrangers, c'est quelque chose d'invraisemblable. Il y avait d'ailleurs, je crois, 14 recours ou 12 recours, plus d'une dizaine, et on devrait passer à 4 recours, c'est ça ? Exactement. Il y a élimination d'une dizaine de recours pour fusionner en fait des choses et aboutir à 4 procédures principales. Alors, pour vous répondre clairement, évidemment, je peux difficilement dire que ça ne va pas dans le bon sens. Vous savez, l'autre manière, on le dit trop peu souvent, l'état de droit, comme on en parle souvent, est également un piège procédural, puisqu'on on aboutit, vous savez, à un empilement de procédures, à un empilement de voies de recours, qui fait que ce caractère ubuesque qu'il a lieu dans plein de domaines, mais on va dire que dans le droit des étrangers, c'est probablement l'un des domaines qui est le plus gangréné en la matière, où au bout d'un moment, plus personne ne comprend rien à rien. C'est ça. Donc,
Pour moi, plus on réduira, mieux ça vaudra, plus on simplifiera, plus ce sera clair pour tout le monde. Mais, et il y a déjà un mais, je suis obligé de le dire, le mais, c'est quand même que ensuite il y a la pratique au niveau des tribunaux. Et je vous avoue que vous rentrez dans un tribunal administratif et vous allez voir une audience en droit des étrangers, il y a également beaucoup à dire sur le fonctionnement au niveau des tribunaux. Donc, simplification procédurale, oui. Simplification en réalité et aboutissement en pratique, ça reste à voir et ça dépend largement de la jurisprudence. Et honnêtement, là-dedans, il y a du boulot. Mais justement, est-ce que, par exemple, il y a une des dispositions qui avait été adoptée par le Sénat, on va voir si elle se retranscrit ou pas dans la loi, qui est de retransformer, de faire machine arrière, de retransformer le séjour illégal d'un étranger en délit. Ça avait été supprimé, je crois, en 2012 par François Hollande. C'était à l'époque, je crois, 1 an de prison et une amende. Là, aujourd'hui, on a un sondage, par exemple, CNews JDD, qui dit que 71% des Français sont favorables à considérer que c'est un délit. Comment se fait-il que les députés, les sénateurs, au-delà de l'exécutif, ne suivent pas 71% des Français? C'est quand même stupéfiant. On accuse en général les hommes politiques de faire de la démagogie. Là, ils font dans l'anti-démagogie. Ah, je vous rejoins assez. En fait, j'ai deux remarques. Première remarque sur le délit en tant que tel, le délit de séjour irrégulier. Sur cette question, c'est effectivement François Hollande qui a supprimé la chose. Il faut bien prendre conscience que François Hollande l'a fait, parce qu'en réalité, au niveau du droit européen au sens large, droit de l'Union européenne, mais également droit de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est un vaste magma, on va dire. Ce délit-là, il n'existe plus. C'est-à-dire qu'on a dépénalisé la chose depuis longtemps, donc en fait, on s'est adapté à une situation qui a été plus ou moins promise par l'Europe. Ensuite, sur cette fameuse question du référendum, et vous rappeliez, et je vous en remercie, et qu'effectivement je viens publier un bouquin sur la question, pour une raison simple, c'est que, et je vous donne une anecdote, mais pour moi qui n'est pas une anecdote. 69, le général de Gaulle démissionne à la suite d'un référendum raté. Enfin, il a perdu le référendum, le fameux grand référendum de 69. 6 mois plus tard, son successeur, Georges Pompidou, dit la chose suivante à des journalistes postés à l'Élysée. Il dit « Il me faut trouver une question pour référender, sinon le référendum tombera en désuétude ». Ce qui veut dire qu'en 1970, il y a 53 ans, le président de la République en exercice savait déjà qu'à force de ne pas référenderait, on ne référenderait plus. Mais alors, attendez, vous dites autre chose là aussi, si je peux vous arrêter un instant, c'est vous dites que à partir du moment où on perd un référendum, évidemment, ça décourage d'organiser un référendum. Enfin, ça sera pas le dernier, pas le premier, pas le dernier perdu. Ah non, bien sûr, mais déjà à l'époque, il faut rappeler une chose toute simple, l'ADN de nos institutions, l'ADN de la façon dont la France doit être gouvernée, théoriquement, c'est qu'un référendum a deux particularités. D'une part, saisir le pouls du peuple. En l'occurrence, on pourrait demander au peuple de se positionner sur l'immigration. Je veux dire, sondage après sondage, on sait qu'il le souhaite et la réponse est assez claire. Et d'autre part, il y a un principe de responsabilité. Vous gagnez le référendum, vous êtes légitimé. Vous perdez le référendum, vous partez. Or, dès les années 70, et c'est bien l'objet, c'est que Pompidou, et par la suite, c'est bien ce qu'on occultera, c'est qu'en fait, on savait depuis le départ qu'à ne pas référenderait, on ne le ferait plus. Parce qu'on ne veut pas, depuis très longtemps, du référendum. Donc on joue un grand jeu, qui est de parler du référendum sans en organiser, de le sortir du chapeau pour comment dire, questionner la bonne question, vous savez, envisager la perspective d'un référendum, mais en fait, en pratique, on fait tout pour ne jamais en organiser, parce qu'en fait, on a peur de s'en remettre à la voix du peuple. Mais pardon, Guilain Benessa, mais là, en l'occurrence, si on regarde un sondage encore du 13 décembre, très récent, c'est CNews, on a 66% des Français favorables à un référendum sur l'immigration. Donc là, le risque pris à organiser un référendum, non seulement est faible, mais par ailleurs, le pouvoir n'est pas incroyablement légitime, donc il pourrait se ressourcer dans ce référendum. Pourquoi c'est pas possible ? Ah mais tout à fait d'accord avec vous. En théorie, il y aurait rien de mieux. Vous savez, la Macronie rêve d'une onction, puisque finalement, élection après élection, il n'y a pas une grande onction macronienne qui manque. En fait, il y a un vrai problème de légitimité. Mais le problème, il est simple. C'est que si demain vous posez une question sur l'immigration, on va dire hard, c'est-à-dire vous savez quelque chose de clair, une question, voilà, réponse blanc ou noir, avec vous savez des questions pratiques très simples, ce que veut le peuple sur la question, ça veut dire que vous défiez immédiatement le droit européen, alors on va dire l'Europe au sens large, c'est-à-dire l'Europe politique, Commission européenne, évidemment, Parlement européen, etc. Et surtout, la chapelle de jurisprudence européenne qui nous empêche de prendre des décisions claires et hard sur la question de l'immigration. Donc en fait, ce qu'on fait,
pour vous répondre clairement, c'est que la loi immigration, c'est une façon de se faufiler pour ne surtout pas revenir sur les grandes questions, parce que le référendum aurait ça de terrible qu'il pourrait modifier l'état du droit fondamentalement et surtout être en porte-à-faux vis-à-vis du droit de l'Union européenne, puisque théoriquement, la Constitution, donc la décision souveraine du peuple, serait supérieure à la litanie et aux imbrications de ces invraisemblables complexités que l'Europe a mise en place depuis 60 ans. Donc là, on touche à l'os, en fait. On touche à l'os avec cette notion d'état de droit et de primauté du droit européen. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, le référendum est impossible, quand bien même les autorités pourraient y avoir un intérêt politique, ne serait-ce qu'à se ressourcer et à suivre la majorité de l'opinion publique, parce qu'en fait, le plus petit référendum sur l'immigration toucherait en fait le nerf de la dent, en fait, de la carie, c'est-à-dire cette idée d'état de droit imposé par l'Europe. C'est ce que vous nous dites ? Exactement. Je vous donne un exemple très simple et tous les auditeurs comprendront. On a vécu une grande journée en même temps la semaine dernière. Une grande journée. Nous avions le même jour la motion de rejet à l'encontre de la loi immigration qui a mis Gérald Darmanin, Elisabeth Borne et tous les autres dans l'embarras. Et nous avons eu quasiment le même jour, vous me permettez, c'était 3 jours avant, mais en fait lundi ça a été rendu public. Nous avons eu un arrêt du Conseil d'État qui a ordonné de rapatrier un Ouzbek soupçonné de radicalisation que Darmanin venait d'expulser quelques semaines auparavant. Au nom de quoi ? Au nom des impératifs de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui veut dire que le même jour, on a d'un côté une loi qui donc est rejetée, et de l'autre, un juge français qui se fait le chien de garde de la Convention européenne des droits de l'homme, de la CEDH, qui applique la CEDH pour ordonner au gouvernement de rapatrier la personne, l'Ouzbek. Ce qui veut dire, et c'est très très simple. C'est stupéfiant, cette histoire, vous faites bien de la rappeler, elle est absolument stupéfiante. Alors elle est stupéfiante dans la contingence qu'elle met en exergue, parce qu'on a encore une fois le même jour la loi immigration et la question du rapatriement, donc de l'expulsion impossible, mais surtout on se rend bien compte que la loi immigration, par exemple, ne permettrait absolument nullement de lutter contre ces errements-là, qui sont des errements à propos desquels le juge français devient le chien de garde de la Convention européenne des droits de l'homme, convention qui est comprise dans les impératifs européens, qui, selon la Cour de justice de l'Union européenne, font partie intégrante des valeurs de l'état de droit. Je comprends. Donc vous voyez bien que d'un côté on a le référendum qui serait une décision vraiment souveraine qui mettrait à mal tout cela, et de l'autre on a cet état de droit défendu par la Cour de justice de l'Union européenne dont font partie la litanie de textes européens, dont la Convention européenne des droits de l'homme, dont le juge français est le chien de garde, le cerbère. Maître, je vais vous demander d'être très synthétique, je sais que vous êtes capable de l'être pour conclure votre plaidoirie. Le référendum est impossible, on a bien compris pourquoi, mais est-ce que finalement pour surmonter cet obstacle de l'état de droit, la seule issue c'est de modifier la Constitution, c'est de la réviser, c'est bien ça ? Non, à mon sens, non. C'est une possibilité, mais moi, vous savez, la conclusion de mon livre, ou plutôt ce que j'essaie de défendre tout du long, et ce sera notre conclusion. C'est qu'en fait, il suffirait à ce qu'un président fasse, comme De Gaulle faisait dans les années 60, c'est-à-dire un référendum avec une question entre guillemets interdite, et qu'il se fiche de l'avis à la fois des juges français et de l'Europe. Dans ce cas-là, ce serait un acte de courage qui lui permet d'être légitimé. Par contre, il envoierait valdinguer le juridiquement correct qui a 50 ans d'âge. Eh ben voilà, merci Guilain Benessa. Je rappelle que vous êtes juriste, auteur de Le référendum impossible, comment faire taire le peuple, aux éditions L'Artilleur. Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Vous allez retrouver les pères, les huées, les bravos de Guillaume Bigon. On va parler d'OQTF et de Gabriel Attal dans un instant. Et puis on prend vos appels évidemment et vos réactions. Si ça vous fait réagir, 0826 300 300. Et puis on prend vos commentaires sur les réseaux sociaux. Justine Houlet vous attend sur les réseaux. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Savez-vous quel est